Hello, je poste cette vidéo le 23 décembre, jour de mon anniversaire, et oui, et je me suis dit quel meilleur cadeau t'offrir à toi que ma sagesse et mes conseils. Donc aujourd'hui, c'est une FAQ, comme on le fait généralement toutes les fins ou débuts d'année. Voilà, c'est une petite tradition, je me suis dit je vais le faire quand même cette année. Par contre, pour changer un peu de mes habitudes, je vais essayer de te donner des réponses très rapides, bam bam, il y a du rythme. Voilà, alors sachant que c'est une promesse d'essayer, hein, c'est pas une garantie non plus. Les traditionnelles questions, ça va, merci de les poser déjà, et puis ça va super, écoute, toujours en manque de sommeil, hein, ça n'a pas changé malgré le fait que je poste moins. Je dirais que la nature a horreur du vide, hein, donc j'ai remplacé mon temps de travail sur YouTube par d'autres choses. Donc voilà, les cernes resteront en 2025, c'est une promesse. On va commencer par des questions qui ont trait directement à la photographie, et on va commencer cette section par des questions qu'on m'a déjà posées assez souvent dans les FAQ ou ailleurs, notamment est-ce que tu peux expliquer comment vivre de la photo, basculer d'un taf vers la photo? À nouveau, j'ai déjà répondu, j'ai toute une playlist dédiée au business où tu vas retrouver plein de vidéos qui expliquent ça, mais tu te rends bien compte que cette question-là, je peux pas la faire dans une FAQ, sinon c'est toute la vidéo. Et même toute la vidéo, elle suffirait pas. Hein. Je voulais écrire une formation là-dessus. Et déjà, rien que sur le plan, j'ai vu qu'il fallait que je fasse autre chose avant de me lancer dans un aussi gros truc. C'est énorme. Donc, je vais pas résoudre ça en 3 lignes, clairement. 1 ou 2 conseils comme ça, très rapides. La base de la base. C'est pas vivre de la photo. C'est, dis-toi que tu vas créer une entreprise. Elle va tourner autour de la photo. Mais ce que tu fais, c'est créer une boîte. Donc c'est être entrepreneur avant tout. C'est chiant, hein, parce que toi tu te dis, mais moi je suis un artiste, je veux prendre de la photo. Oui, c'est chiant, mais en fait vivre de la photo, c'est l'activité que tu fais. Mais c'est l'entreprise qui va faire que c'est pérenne. Voilà, je cherchais le mot en français. Et comme c'est complexe et ça peut être assez long, le deuxième conseil, c'est sois comme les singes. Ne lâche jamais une branche sans en avoir saisi une autre. Sécurise ta situation avant de te lancer, de tout quitter et de te lancer dans la photo comme ça en te disant « Waouh, c'est génial !» Regarde si tu as une situation suffisante pour pouvoir tenir plusieurs mois, voire 1 an avant de te faire tes premiers clients, etc. etc. Alors, c'est pas une condition sine qua non, hein, moi je l'ai pas fait, même si j'ai eu l'acre, mais c'était pas grand-chose. Donc voilà, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Autre question dans le même sens, comment contacter ses premiers clients commerciaux? Là aussi, c'est très long, mais j'ai déjà développé dans d'autres vidéos. Tu peux voir aussi l'interview que j'ai fait de Mathilda, on en parle elle-même sur son propre parcours. Donc voilà, allez voir cette playlist dédiée au business de la photo. Sous quel format Lightroom exporter pour des impressions fine art au top, me demande Brice Gills. Bien le TIFF, mon ami, le TIFF sans compression. Si tu passes par Photoshop, tu peux envoyer un PSD, mais moi je suggère quand même le TIFF, tu aplatis les calques, c'est le format qui te donnera la meilleure qualité. En sachant que j'adjoins à ce conseil, la base, c'est de demander à ton imprimeur, d'avoir un imprimeur de confiance à qui tu vas demander pour lui le meilleur processus pour sa façon de travailler. Il t'expliquera notamment quel espace colorimétrique utiliser, etc., etc., qui sont des questions tout aussi importantes. Voilà, rapproche-toi de ton imprimeur, c'est lui qui a les meilleurs conseils. Que dirais-tu à ton toi qui débutait dans la photo? Oh, c'est dur ces questions. Continue, gambate, lâche rien, trucs comme ça, je sais qu'on attend ça. Surtout que le vrai conseil que je me donnerais, et c'est même pas un conseil, il s'applique qu'à moi en fait. En ce moment, je suis en mode multivers, et si je pouvais me parler, je me dirais, tiens, au lieu d'être allé vers le côté business de la photo, qui t'a déplu, et que tu as un peu lâché la photo, voilà, je vous invite à voir les anciennes FAQ pour comprendre de quoi je parle. J'étais en studio, ça m'a pas plu. Essaie plutôt de te diriger directement vers le monde de l'art. Peut-être que ça te plairait plus, voilà. Mais c'est pas un conseil puisque c'est plus un changement d'opportunité, voilà, donc c'est nul. Sulidge, j'adore ton contenu, la playlist sur les bases de la photo, je la fais tourner à fond autour de moi. C'est pas du tout une question, mais tu régales, donc merci beaucoup. Bibule, où as-tu trouvé tes premiers modèles portraits? Je sais que c'est une question qu'on me demande beaucoup. Beaucoup de débutants me demandent ça. Mochi, tu arrêtes. Elle joue avec mon écran qui est par terre là. Tu arrêtes. C'est une question qu'on me pose beaucoup, mais la réponse peut être assez vaste et c'est toute une grosse partie dans la future formation portrait dédiée au portrait que je vais faire. La chose à savoir, c'est que tu peux pas travailler avec des modèles aguerris comme ça directement si t'as pas de portfolio. Donc pour te créer un portfolio, la réponse c'est soit ton entourage, tout simplement, soit des inconnus. Mais des inconnus que tu abordes dans la rue. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai commencé en faisant un Tumblr. J'abordais des gens dans la rue et je prenais leurs portraits. Ça a étoffé mon portfolio, ma façon de faire du portrait, etc. Et en plus, c'était enrichissant parce que moi, j'aime bien
portrifier des inconnus, des gens que je connais pas. Donc voilà, ça peut te créer un premier portfolio pour ensuite aller contacter des gens plus aguerris. Et là, c'est tout un process, etc. Voilà, débute déjà par là. Avant qu'on passe à la section suivante, je te propose qu'on se fasse un petit interlude de questions générales comme ça. Team raclette ou tartiflette? Hélène. Hélène, t'es dure. C'est très moche, ça. Écoute, tu sais quoi, je vais pas faire la langue de bois. Il faut une réponse. Eh ben écoute, team raclette. Voilà. Écoute, j'assumerai les conséquences. Team raclette. Vince Giraud qui me demande, c'est qui le plus fort, l'éléphant ou l'hippopotame? Ah ouais. Non mais là, ok, là on sort les vrais bails. J'ai compris où ça va. Il y a des débats d'experts depuis des années et des années là-dessus. Je pense pas qu'il y ait un consensus scientifique. Vraiment, t'es sûr que l'éléphant il est plus fort que l'hippopotame? Certains, j'ai lu un livre là-dessus il y a pas longtemps, et les mecs expliquaient qu'en fait, c'est parce que toute leur force est concentrée dans la trompe. Hein, de l'éléphant, hein, je parle. Maintenant, si la question c'est, est-ce que je préférerais être un éléphant ou un hippopotame? Là aussi, c'est difficile parce que l'hippopotame, c'est banger un hippopotame. Un hippopotame, personne ne fait chier. Tu savais qu'un hippopotame, c'était super dangereux, quoi. Les humains, ils s'approchent pas et tout. En fait, c'est pas mignon. Alors que l'éléphant, tu vois, c'est la sagesse, c'est cool et tout. Je pense que je préfère être un éléphant. Là que j'aurais pas des gens derrière mon cul pour mes défenses. Pas cool. Donc, putain, là non plus, j'ai pas de réponse. Old school concept, tu préfères la raclette ou la photo? Non mais, il y a un moment, faut aller se faire foutre avec les questions pièges, là. Hein. Vous essayez de me mettre dans la sauce, hein? Bon, là, en plus, je déconne. Non, facile, la raclette. Là, la réponse est évidente. Pas de débat. Si tu pouvais prendre un café avec un autre youtubeur, ce serait qui? T'as le droit qu'à un seul. Bonne question, tiens. Je crois que ce serait Defecator, j'aime beaucoup ses vidéos. Et voilà, je pense que ce serait intéressant de parler avec lui. Ou l'ami du bon goût, voilà. Allez, on enchaîne. Une question de Titouan Maillard. La photo, le projet que tu as réalisé en 2024 dont tu es le plus fier? Eh ben, indubitablement, là c'est facile, ma vidéo sur Lee Miller, le documentaire. Alors fier, je sais pas, mais en tout cas c'est celui que j'ai plus kiffé faire, vraiment. Et qui m'a remis dans un chemin que j'aime beaucoup. Et puisqu'on aborde ça, et bah écoute, on va en parler avec plein de questions et des petits commentaires. Alors je fais un petit résumé pour ceux qui ont loupé les derniers épisodes. En fait, la vidéo a disparu, elle a été enlevée de ma chaîne et j'ai reçu un strike parce que les ayants droit sont passés sur cette vidéo, enfin m'ont contacté en me demandant beaucoup de sous pour utiliser les images de Lee Miller. Mon argument à moi, c'est que c'était dans le cadre du fair use, donc en fait dans le cadre où tu as le droit de critiquer, de parler de plus de photos d'histoire, etc. Et que j'en faisais pas une exploitation commerciale ou quoi. YouTube prend automatiquement le côté des ayants droit, et en fait il leur donne une quinzaine de jours pour leur montrer que, en fait, ils sont bien détenteurs et qu'ils vont bien intenter une action en justice pour réclamer leurs droits. Or, au bout de 15 jours, ils ne l'ont pas fait. Donc, la vidéo, pour l'instant, est revenue. Alors, moi, je suis un petit peu content. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas entamer d'autres actions ou d'autres méthodes pour l'enlever. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, elle est là, donc je suis très content. Est-ce que ça veut dire que je suis dans mon droit ? Moi, je pense que oui. Maintenant, c'est toujours pas vraiment réglé cette histoire. De ce que je lis, je serais plutôt dans mon droit. Il faudrait que j'écrive un mail à Sébastien de Vous avez le droit, on me l'a suggéré. Il faudrait que je le fasse pour savoir si lui, il le sait. Vous avez le droit, super chaîne, allez voir. Pour l'instant, c'en est là. Je voulais les recontacter, leur envoyer un mail, leur demander voilà, apparemment, vous avez rien fait, mais maintenant, si vous voulez que je mette la monétisation sur la chaîne et vous réclamez l'argent, et voilà, moi, ça me dérange pas. Je voulais faire ça. Pour leur tendre la main. En fait, je me suis dit non, je vais peut-être passer sous les radars. Imagine, ils m'ont oublié, tu sais. Et voilà, on verra bien. En tout cas, je n'ai plus de strike et ça fait très plaisir. Je vais aussi là prendre un petit peu de temps pour répondre à certains commentaires que j'ai eu sur la vidéo que j'ai faite suite à la suppression du docu. Désolé, j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais merci pour la force que ça m'a donné un petit peu, parce que voilà, déjà il y avait des commentaires super intéressants, pas forcément toujours d'accord avec moi, et ça c'est cool, parce que c'était vraiment ah oui, je comprends ton point de vue, mais moi je pense que machin, donc c'était très cool de lire tout ça. Donc j'ai sélectionné des commentaires qui en fait regroupent plein d'autres qui allaient dans le même sens. Par exemple celui-ci, la création d'une cagnotte n'est-elle pas possible pour contribuer à payer les droits d'auteur dans le cas où il faudrait les payer? Non. Enfin, c'est possible, mais je veux pas. Si s'avère que c'est moi qui suis en tort, c'est moi qui ai fait l'erreur, j'ai pas à te demander de réparer mes erreurs, même si je pense que c'en est pas une. Et puis même, non, j'aime pas le principe des cagnottes, pas dans ce sens-là en tout cas. Peut-être pour financer un projet, machin.
Ça oui, mais là dans ce sens-là, non. Ouais, non, j'aurais l'impression de demander des sous pour réparer une connerie qui est à moi. Voilà, et en ce moment, je suggère à tout le monde de garder un petit peu ses sous, hein. C'est une période difficile, donc voilà. Oui, il y avait aussi d'autres messages qui me disaient... Est-ce que c'est pas aussi intéressant de le vendre à des plateformes, ce type de documentaire? Ouais, il est tellement génial et tout, merci. Franchement, Arte sur Netflix, ça peut carrément passer. Écoute, oui, c'est un truc qui m'intéresse de travailler avec ce genre de plateforme, Arte, tout ça. Donc d'ailleurs, si tu as des contacts sur ces plateformes, etc., sur ce genre de chaîne, n'hésite pas. J'ai regardé pour Arte, mais c'est différent parce qu'en fait, ils te financent les projets en amont. Voilà, donc c'est un peu différent. Mais si tu connais des gens, n'hésite pas. Le truc, c'est que j'aime aussi la possibilité de publier sur YouTube comme ça. Et ben parce que tout simplement c'est gratuit. Donc ça, tu me diras à la télé aussi. Mais c'est surtout que ça touche aussi un public que j'aurais plus de mal à toucher sur une chaîne comme Arte, par exemple, très clairement. Ou France Télé, ou machin. Notamment un public de jeunes. Ce qui a beaucoup été le cas avec cette vidéo, j'ai été assez surpris. Et là aussi, ça rejoint un autre truc. J'ai eu plein de réactions aussi de professeurs qui m'ont dit qu'on passait la vidéo dans les écoles, etc. Et ça, c'est très cool. Peut-être qu'ils n'auraient pas eu cette opportunité si elle était sur une plateforme, genre Arte. Puisque là, ils ont juste à récupérer la vidéo de YouTube, mettre un lien et tout. Et ça, je trouve ça super cool. J'ai eu aussi plein de demandes dans ce sens-là de professeurs qui me demandaient si je faisais des interventions dans les lycées. Ça dépend si c'est pertinent. Enfin, je sais pas, je saurais pas quoi dire en fait, à part le documentaire, je saurais pas quoi dire. Mais s'il y a des élèves qui veulent juste pour parler du doc ou des machins qui ont des questions, il n'y a aucun problème, je le fais. Je vais commencer à faire des interventions là en plus l'année prochaine, déjà dans un club photo, dans une médiathèque, et c'est un truc qui me botte bien. C'est juste qu'après je sais pas forcément quoi dire, j'ai pas envie de créer un truc spécialement pour ça, mais venir répondre à des questions, machin, parler autour d'un thème de ce genre de truc, il n'y a absolument pas de problème. Donc si tu es prof, que tu as un club photo ou autre, n'hésite pas à me contacter, et si je peux le faire, je le fais avec plaisir. Et arrêtez de me demander les tarifs, ce n'est pas une prestation, donc c'est gratuit, voilà. Il faut juste que je vois si je peux me déplacer, si je peux éviter un coût de déplacement, de frais de déplacement trop élevé, genre si c'est à Paris, bah, de temps en temps, je vais voir des clients à Paris, donc je viens et on en profite ou machin. Enfin, on s'arrange, quoi. Mais voilà. T'inquiète, on s'arrange. Autre commentaire sélectionné et qui aborde le fait que j'avais expliqué que je serais du coup sur le Blu-ray du film Lee Miller qui est sorti au ciné. SND Productions, donc géré par M6, par le groupe M6, qui distribue le DVD, m'a demandé d'apparaître dessus pour faire une interview et pour parler du point de vue artistique de Lee Miller, parce qu'ils ont vu le doc et tout, ils se sont dit bah viens, machin et tout. Et j'avais expliqué que je l'avais fait parce que ça m'intéressait, je l'avais fait sans les faire payer. Et je mettais ça en contrepoint avec le fait que les droits d'auteur venaient me réclamer de l'argent alors que moi je faisais le truc gratuitement, nanana, ouin. Voilà, un commentaire qui me dit pas de regret à avoir, mais par principe, fournir ce travail pour le Blu-ray devrait être rémunéré. On est tous des passionnés dans nos domaines, mais quand on se fait pas payer alors qu'on travaille pour une grosse boîte, on savonne la planche pour les collègues qui auront du mal à se faire payer aussi. Attention, le gratuit, c'est juste pour les petites assos ou les amis. Je disais là juste à l'instant que je faisais pas payer quand j'intervenais parce que je vois pas ça comme une presta. Et j'avoue que c'est un peu dans cette optique que je l'ai fait. Voilà, en plus je me suis dit du Blu-ray, c'est un truc physique, voilà. Je sais pas combien de copies ils vont en vendre, honnêtement, ça va pas non plus... Voilà, c'est ma façon de l'avoir vu et je voulais participer au truc, donc j'ai dit ouais, ok, je vais le faire. Mais dans les grandes lignes, dis-toi bien que c'est toi qui as absolument raison, hein. Oui, je suis en plus le premier avocat de ne pas travailler gratuitement. Alors ça veut pas dire forcément travailler pour de l'argent, ça veut dire en avoir une rétribution qui nous arrange de notre côté. Moi, ma rétribution, elle était seulement... on va dire morale, voilà, je me suis senti bien de le faire, machin. C'est pas valable, parce que ça s'applique pas à mon business ou quoi que ce soit. Donc voilà, très clairement, c'est un conseil que je donne, mais que je me suis pas appliqué à moi-même. Mais à culpa, tu as raison. Un dernier commentaire que j'ai reçu 2-3 fois quand j'ai dit que j'apparaîtrais à côté d'autres intervenants dans ce Blu-ray, notamment Laurent Deutsch. Alors, je te le lis. Je suis heureuse d'avoir pu voir ta super vidéo qui m'a donné l'envie de lire le bouquin de Witness Charret, L'âge de lumière. En ce qui concerne Laurent Deutsch, c'est un gros droitard, et ses histoires sont toujours vues sous cet angle. C'est dommage que ton nom soit associé à ce type. Grandir c'est bien, mais attention aux personnes avec lesquelles tu t'associes. Bonne continuation. Alors, j'ai pas lu L'âge de lumière, il était sur ma liste. En fait, mais quand j'ai écrit la vidéo, je voulais lire que des biographies. Là, c'est en fait la vie de Lee Miller sous forme romancée. Vraiment, je voulais m'appuyer que sur des bios, donc je l'ai mis de côté.
Voilà, j'espère qu'il est bien, mais il faudrait que je le lise maintenant, effectivement. Sur le reste, déjà pour que tu aies l'info, quand j'ai dit oui, quand j'ai accepté, je savais pas qui seraient les autres intervenants. Déjà, un. En deux, Laurent Deutsch, moi je connais pas beaucoup. Je t'avoue que j'ai pas la télé depuis des années. Enfin, j'ai une télé, mais je regarde pas la télévision. Donc je le connais, je sais qu'il a fait du cinéma, je sais qu'il s'est tourné vers l'histoire, machin. Voilà, donc je sais pas trop ce qu'il fait non plus. Je sais pas, voilà, ses positions, ça m'intéresse pas forcément. Très clairement, ça ne m'étonne pas, puisque les gens qui passent à la télévision, qui parlent d'histoire, sont souvent ceux qui se placent du côté du roman national. Donc je suis pas surpris outre mesure de ce que tu me dis. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que M6 du coup m'a envoyé le montage def de ce que sera l'interview croisée entre nous tous. Et ça m'a fait rire parce que j'ai eu un mouvement de surprise. Il a réussi à placer Jeanne d'Arc dedans. J'ai pas lu toutes les biographies de Lee Miller, mais j'ai jamais vu le passage où il dit que son film qui l'a marqué, c'était Jeanne d'Arc. Mais j'ai jamais vu aucune mention de ça. Du coup, ça m'a fait « Ah ouais, fallait qu'il place Jeanne d'Arc quelque part quand même. » Mais si ça se trouve, c'est vrai. Hein, je connais pas tout de sa vie. J'ai pas tout lu. J'ai lu les 2 ou 3 plus grosses biographies sur elle. Donc voilà. Mais pour en revenir à ces 2 points, donc je savais pas qui y aurait et je le connais pas forcément. De toute façon, ces 2 points sont pas valables. On les met de côté parce que même si j'aurais su qu'il était là, j'y serais allé quand même totalement. J'y serais peut-être allé avec encore plus de conviction, tu vois, en me disant qu'une voix différente, elle était peut-être nécessaire, justement. En tout cas, d'avoir ma vision de qui elle était. Voilà, une voix qui va inviter aussi à se faire sa propre opinion. Et déjà, très honnêtement, je crois pas trop au déshonneur par association. Je trouve ça bête, désolé. Ah mon Dieu, on t'a vu à côté de lui, ça veut dire que vous êtes les mêmes, vous avez gardé les chèvres ensemble, c'est bon. Non. Et si je dois être totalement honnête avec toi, l'utilisation de ce genre de vocabulaire là, oh les droitards, oh les gauchias pour l'autre côté, je trouve ça indigent de parler comme ça. Oui, on partage la planète avec un nombre de personnes qui partagent pas nos opinions. C'est cette polarisation là. Pour moi, c'est vraiment un des plus grands mots de notre époque. Mais vraiment, pour le coup. S'empêcher toute discussion, mais même pire, s'empêcher de juste se tenir à côté d'une personne parce qu'elle ne partage pas notre vision du monde, forcément, qui est la plus pure. Alors, je comprends bien, il y a vraiment des gens avec qui ça sert à rien de discuter, hein, mais je crois qu'ils sont pas si nombreux que ça, en fait. Pas autant qu'on le pense. Parce que je sais, hein, pour être fan de Nota Bene, notamment, hein, il montre bien sur sa chaîne en fait les difficultés des chercheurs en histoire, la difficulté de comprendre la complexité historique. Et cette histoire de roman national, là, on voit bien que c'est un peu bébête, même si on voit l'intérêt, en fait, c'est de donner une certaine cohésion, s'inventer une vision de soi-même, etc. Elle peut même, en fait, être un premier pas pour certaines personnes à s'intéresser à l'histoire. Et oui, évidemment, que ça peut conduire, ou en tout cas c'est instrumentalisé par des idées assez nauséabondes. Oui, justement, en fait, c'est intéressant de donner une autre voix différente juste à côté. Et de parler avec ces gens aussi, hein, d'essayer de comprendre pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Voilà, je ne vais pas justifier plus ma façon de penser, c'est juste que voilà, ce genre de polarisation-là, alors c'est très bien pour les réseaux sociaux, c'est bien en ligne, mais voilà, laissez-moi tranquille, moi j'essaye de vivre dans le monde réel, ok, et dans le réel, il y a des gens, il y a des êtres humains. Et avec les êtres humains, en fait, on parle. En tout cas, on peut essayer, qu'on réussisse ou pas. Après, je fais genre le mec super pisse, mais je sais que dans le réel aussi, hein, il y a des gens qui... Ils te tendent, hein, oui, bien sûr. Mais voilà, dans l'absolu, je pense que tu m'as compris. Je suis en train de réaliser là au montage que j'ai pas répondu à un des commentaires qu'on m'a le plus adressé, à savoir... en fait, maintenant tu le sais, donc pour les prochaines fois, t'as juste à contacter les ayants droit et à négocier avec eux, leur demander si c'est bon et tout. Non. Alors d'une part, logistiquement, c'est quasiment impossible, hein, parce que j'ai pas qu'une source. Évidemment, je vais piocher dans plein de sources, plein de photos différentes, d'époques différentes. Donc pour rechercher les ayants droit des années 60 ans auparavant, c'est un travail incommensurable. Alors tu me diras, ouais, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, sinon t'as qu'à pas utiliser ces sources. Ok. Mais... la véritable justification, elle est pas là. Le truc, et c'est bien précisé dans le droit de citation, de le fair use, que tu n'as pas à demander à l'auteur l'autorisation avant d'utiliser des extraits pour en faire une critique. Et c'est très important, c'est super important, parce que sinon, seules les hagiographies sont autorisées. Si je contacte un auteur, les ayants droit d'un photographe, par exemple...
j'ai pas forcément des choses positives à en dire. Il y a des photographes qui se sont très mal comportés au cours de leur vie. Si je veux aborder ces sujets-là, bah, ils vont me dire non. Ou même juste de la critique. Si je veux dire, bah en fait, cette œuvre, elle est surcotée, etc., et ben en fait, j'en suis interdit parce que les ayants droit vont me dire, bah non, si tu dis pas que c'est génial, on te donne pas l'autorisation. Donc, c'est vachement important de ne pas avoir besoin de l'autorisation de l'auteur pour pouvoir parler de son œuvre. Allez, on se refait un petit interlude question légère. Enfin non, question lourde de sens. Parce que là, on me pose la question Twix gauche ou Twix droit. Genre, tu vas lancer un débat. Twix gauche. Il y a vraiment des gens qui mangent les Twix droits. Enfin, tu me diras, j'ai entendu dire qu'il y avait vraiment des gens qui mangeaient les M&M's verts. Oh, les gens me dégoûtent. Un certain Nico d'été qui me demande « Mais t'es vraiment né un 23 décembre, jour de publication de cette vidéo ?» Eh bien écoute, cher Nicolas, j'imagine que tu t'appelles Nicolas. Oui. Et je sais, c'est terrible, parce que le 23 décembre, je vais te dire, depuis ton enfance, ton Noël est pourri. Parce qu'on te dit toujours « Ouais, comme c'est proche de Noël, je vais te faire un gros cadeau. » Mais les gens, à l'approche de Noël, ils ont plus de thunes, ils ont dépensé tout leur argent pour les cadeaux. Donc tu te retrouves avec un seul cadeau, et un seul cadeau moins bien que si t'étais né dans l'année. Voilà. Oui, j'ai pas eu une enfance facile. Kevin Léo qui me demande pourquoi t'es beau. Eh ben écoute, Kevin, je sais pas, je m'entretiens, j'imagine. Je mets des crèmes. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ah bah ça c'est une bonne question, je les ai mis là. Je viens de finir le dernier Harari Nexus. Glaçant évidemment. Sur ma tablette, je viens de prendre le dernier Naomi Klein qui s'appelle Le Monde Miroir, je crois. Voilà, Naomi Klein, j'en avais pas lu depuis longtemps de ses essais, je crois depuis Tout peut changer. Voilà, j'aime beaucoup. Lis La stratégie du choc, ou Nos logos évidemment. Là aussi, c'est très fort. Et sinon, parce que j'en ai marre un peu des essais, j'ai retrouvé ce livre que j'ai lu il y a au moins 15 ans, parce que je voulais relire du Umberto Eco, qui est un de mes auteurs préférés. T'as sûrement lu Le nom de la rose. Je crois qu'on le lit quand on est au lycée, non? Il n'est pas au programme. Ou alors on voit juste le film de Jean-Jacques Hano, je sais pas. Si t'as jamais lu Le pendule de Foucault, c'est vraiment génial. Je sais qu'il m'avait vraiment marqué. Comme je dis, je l'ai pas lu depuis plus d'une décennie, ce bouquin. Mais en gros, c'est l'histoire d'un groupe d'érudits entre eux qui, pour se moquer un peu des gens qui croient aux théories du complot. Alors attention, ça a été écrit dans les années 80, ce bouquin, fin des années 80, donc ça a 40 piges. Hein. Donc pour se moquer des gens qui croient aux théories du complot, ils vont chercher plein de connexions et faire un faux complot, voilà, pour s'amuser. Et ils vont tomber dans le piège de leur propre complot et commencer à y croire, avoir des connexions partout, etc. Umberto Eco, c'est un vocabulaire assez soutenu, t'as 1 million de rêves par page, donc t'auras pas toutes les rêves, beaucoup de culture, le mec est une encyclopédie vivante, et il te le fait sentir dans ses bouquins, mais voilà, j'ai très hâte de le commencer. On se fait quelques questions autour de la chaîne. Quels sont tes projets pour 2025 ? Merci pour toutes tes vidéos YouTube, surtout. De rien. Bah écoute, mes projets de base, je vais te dire de continuer mes documentaires, là, de finir celui sur lequel je suis en train de travailler. J'ai fini l'écriture, je dois le tourner, et après ça va être la longue phase de montage. Je dis pas sur qui c'est, à nouveau, mais c'est un parallèle avec Lee Miller. C'est pour ça que je voulais sortir cette vidéo juste après celle de Lee Miller. J'ai très hâte parce qu'il m'a amené beaucoup plus loin que ce que je pensais. Vraiment, j'ai dû réécrire le script plusieurs fois. Sinon, tiens, en projet, pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui ne l'ont pas vu, il y aura quand même d'autres vidéos, là, en tout début d'année, qui ne seront pas des docs. Je vais refaire du POV avec de la photo, parce que j'ai une grosse marque qui m'a contacté, de fabricants d'appareils. Je dis pas qui, mais voilà, ils se sont dit vas-y, si tu fais 2 vidéos pour nous, on t'envoie l'appareil de tes rêves que tu veux, mais que t'as pas le budget pour t'acheter. Je m'étais engagé à travailler sur les docs, donc j'ai consulté ma conscience. J'ai remarqué que j'en avais pas et que j'étais facilement corruptible, en tout cas que je pouvais revenir sur mes engagements comme ça. Et du coup, j'ai dit ouais, envoyez-le moi, je dois le recevoir là. Il y aura une vidéo en début d'année sur la street photo avec, puis sur du portrait. Et après, je publierai mon documentaire. Voilà. Donc à ceux qui les behind the scenes de shooting allaient manquer, bah voilà, vous en aurez 2 en début d'année. Sully DGE, trop content que la vidéo de Lee soit revenue. Hasselblad, le boîtier, see you mate. Je vois pas de quoi tu parles. Je sais pas. À partir de quelle vidéo exactement t'as senti que t'en avais marre de faire des vidéos pour plaire à YouTube? C'est difficile à dire comme question. En fait, il n'y a jamais un déclic comme ça. C'est un biais mental de ton cerveau. Tu sais que tu fais un truc qui te plaît plus, machin, que ça monte, mais t'as un tel engagement en fait à la perte. Tu te dis mais j'ai tellement passé de temps sur YouTube et tout, je peux pas arrêter comme ça d'un coup. Donc il n'y a pas eu un déclic. Le déclic, il est pas venu lorsqu'un truc m'a trop saoulé.
il est venu quand j'ai fait quelque chose qui me plaisait plus, à savoir le documentaire sur Lee Miller. Quand j'ai bossé sur cette vidéo, j'ai vu qu'en fait, ça plaisait à des gens. Là, ça a été un déclic. Putain, ça fait 2 ans, 3 ans que j'en ai marre et que je me force et que j'arrive plus à faire des photos pour moi, machin. Bah en fait, arrête, fais-toi un truc qui te fait plaisir, voilà. C'est ça. Combien de strikes au pronostic pour 2025? Celle-là, elle est bonne. À chaque docu que je vais sortir, voilà, j'aurai un petit peu l'attention, je pense. Je vais te dire à chaque fois que je sors une vidéo. Nicolas Piton, oula, à quel point estimes-tu être politisé dans ce que tu fais? Alors ça aussi, c'est une question complexe. Je sais pas si je peux répondre là comme ça à une FAQ parce que ça me demanderait vraiment de développer. Mais déjà, quand on parle d'un sujet aussi complexe que ça, faut définir chacun les termes de ce qu'on entend. Je suis passionné de politique. Mais je déteste tout ce qui est politisation. Alors je vais définir ces 2 termes. La politique, c'est... en fait, c'est tout ce qui nous entoure. Comment on organise la société pour le vivre ensemble. En gros, c'est ça. La politisation, c'est ce qu'on voit partout aux journaux, sur les réseaux, c'est les politiques. C'est-à-dire les représentants politiques, leurs pop-all, leurs conneries, leurs machins et tout. Je fais partie des Français qui se désintéressent de la politique. Non, je me désintéresse pas de la politique, je me désintéresse de la politisation de la politique, à savoir son incarnation. Moi, ce qui me rend fou, en fait, c'est la représentativité. Je pense que c'est un des pires systèmes. La représentativité, ça fait que des gens s'identifient à d'autres. Ah oui, lui, c'est un leader, machin. On regarde plus les idées, on regarde la façon dont les gens les portent. Pour l'exemple, les gens qui sont censés représenter mes idées, je peux pas les blairer, tu vois. Donc ça me tend. Mais oui, en publiant le type de vidéo que je publie, c'est quand même une façon de partager ma façon d'interpréter le monde, de ce que ça m'évoque, le choix des histoires que je vais porter, tout ça. Tout ça, oui, c'est politique. Quand tu vois que même le simple emploi de mots inclusifs de temps en temps, ça fait péter des câbles aux gens dans les commentaires. Apparemment, ma façon de parler sous-entend que les nazis, ça aurait été les méchants. Ça fait débat dans des commentaires parce que oui... C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. On peut avoir une deuxième chance ? Merci. Mais vraiment, premier degré, il y en a qui sont comme ça. Tu te dis que oui, tout est politique. Cette politisation a extrémisé les points de vue. Et mon problème, c'est en fait quand les gens prennent des idées différentes aux leurs pour une agression, un rejet de ce qu'ils sont. J'ai eu des commentaires, et ça me tue, de gens qui me disent « Moi, j'ai suivi chacune de tes vidéos depuis 5 ans, hein, ok, mais là, t'as dit un truc pendant 1 seconde dans ta vidéo pour faire une blague avec lesquelles je suis pas d'accord, et du coup, voilà, je me désabonne. Mais frère, t'es pas capable de passer outre ?» Je veux dire, des gens, pour 1 seconde de ce que tu dis, ils avaient un contenu où ça parlait de totalement autre chose, de la photo, ils apprenaient des trucs. Mais juste pour ça, ça les prend aux tripes, et c'est plus possible d'avoir un dialogue. Et c'est pas ma conception du monde. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. T'as pas à être d'accord avec tout ce que je dis. C'est pas grave. Je suis pas une figure d'autorité. Moi, ma chaîne, voilà, j'émets des opinions de temps en temps qui sont les miens. Je parle d'histoires spécifiques. C'est juste, tu prends ce qui te sert pour te faire tes propres opinions. Soit en étant d'accord, soit même en rejetant. Mais au moins, ça nourrit une pensée, et voilà, ça va pas plus loin. Bref, je sais pas trop comment te répondre sans rentrer dans plus de détails et développer, mais on n'a pas le temps. Donc, à quel point je suis politisé? Comme ça. À une vache près, hein, c'est pas une science exacte. Allez, on reprend du rythme, parce que j'avais dit qu'on allait vite. Des sujets plus philosophiques en vue. Non, je dirais peut-être plutôt sociologique. À la rigueur, un peu historique, mais philo... ça dépend comment tu le vois. À nouveau, tout ça, c'est utiliser des grands mots. Je veux juste parler de trucs, et tu vois où toi, ça te mène. Voilà. Petite section sur l'inspiration avec une question du Discord. Fais-tu de la veille photographique, ça se dit, pour trouver de nouvelles inspirations régulièrement, et à quel point des inspirations externes peuvent-ils influer sur ton style à toi? Oui, ce que j'appelle la veille artistique, c'est mon plus gros conseil, et je devrais même dire mon unique conseil depuis que la chaîne est ouverte. Moi avant, j'avais sur mon emploi du temps 1/4 d'heure dédié à ça, à regarder sur internet des nouvelles images, sur Pinterest, sur machin, sur les trucs, de temps en temps aller dans des bibliothèques, trouver des nouveaux livres, etc. Faut s'accorder du temps pour ça, puisque ça fait partie du processus, et c'est une des parties du processus qui te fait le plus évoluer, mais vraiment. Donc, oui, plus tu lis, plus tu as les armes intellectuelles pour formuler de la pensée. C'est exactement la même chose avec l'art. Et ça mène, je crois, à la question suivante. Peut-on encore innover artistiquement en photo aujourd'hui, vu tout ce qui a été fait? Oui et non. Je pense pas qu'il y ait eu...
Ça n'existe pas le truc de l'innovation qui a jamais été fait, etc. Tout est toujours un mix de culture, d'environnement que tu as eu, que tu as remélangé et surtout que tu as adapté à ta sauce. L'innovation, c'est de l'interprétation. C'est reprendre des choses qui ont déjà existé, d'où l'intérêt de connaître le plus de matières existantes grâce à la veille. Et l'innovation, en fait, c'est la partie de toi que tu injectes là-dedans. C'est comment tu le remixes à partir de ce que tu es toi-même. C'est ce que tu es, en fait. Voilà. Val, comment tu fais pour pas te démotiver à sortir pendant l'hiver avec le mauvais temps, etc. Désolé, à nouveau, moi je suis un gars de l'hiver. C'est l'été que j'aime pas. L'été, la chaleur, en fait, la chaleur m'anesthésie et je déteste sentir dans mon corps que je suis pas à 100%, je suis fatigué, je suis lent. Oh, je me déteste me sentir lent, alors que le froid, ça me revigore, là, tu vois. Par exemple, là, je vais devoir aller tester l'appareil que je vais recevoir, de je ne sais pas quelle marque. Je vais aller faire de la street photo dehors. Alors oui, il pleut souvent, il caille, mais après, tu t'adaptes, tu restes moins longtemps dehors, tu vas à des endroits plus intéressants, la pluie, en plus, c'est génial pour l'ambiance et tout. Les lumières sont moins cool, j'avoue. Mais de temps en temps, les lumières d'hiver, quand le soleil sort, elles sont vraiment top, faut en profiter. Je suis désolé, j'ai pas de conseils, puisque de manière inhérente, je favorise l'hiver. Donc, question du Discord de l'ami Leia Vador. Est-ce que t'as déjà pensé à sortir un livre photo un jour ? Bien sûr que j'y ai déjà pensé, Miss Leia. Mais la question, c'est est-ce que tu l'achèteras ? Parce que t'as déjà celui de Jonathan Bertin. Et je te l'ai dit, il faut que tu choisisses, Lynn. Et moi, il y a un moment, écoutez, je veux bien que vous regardiez d'autres youtubeurs photos, mais faut que ce soit moi votre préféré, c'est tout. Voilà. Une petite liste de livres de photographes inspirants. Je sais pas, ça dépend de ce que t'aimes, de machin. Wow. Non, je vais dire un autre conseil. Il y a Thomas Hamoudi, pas sur sa chaîne, sur son site, qui a sorti en fait une sorte de base de données où tu peux voir plein de livres et généralement en promo. Voilà, donc tu peux faire plein de recherches, savoir où les acheter et tout, c'est vachement bien fait. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je veux mettre un screenshot là. Voilà, donc je te conseille d'aller voir ça pour trouver des livres photos qui sont chouettes. Tiens, puisqu'on parle de livres, je viens tout juste de le recevoir là par le courrier. Mon nom est personne, de l'ami Gennaro Bardi. On avait fait une vidéo ensemble sur la street photo au flash. J'avais participé à son crowdfunding et là je viens juste de le feuilleter, c'est vachement cool. Voilà, c'est de la street photo, donc si ça t'intéresse, et ben voilà, un petit peu de promo. Une certaine Inomano qui me demande c'est qui ta préféré, Mochi ou Gnocchi, à vous. Donc mes deux chats, je devrais dire nos deux chats, ce qui te donne une idée de qui peut être cette Inomano. Eh bien écoute, cher Inomano, moi je n'ai pas de préféré, d'accord ? Contrairement à leur mère qui en favorise une simplement parce qu'elle est HPI. Normalement les mamans, elles préfèrent toujours leur enfant un petit peu plus faible, tu vois ? Eh ben non, toi tu as choisi le contraire. Donc peut-être que je compense un petit peu Gnocchi, mais parce que elle est délaissée, hein, simplement parce qu'elle est peut-être un petit peu plus lente. Ok, elle est complètement con, mais j'aime les deux également. C'est deux beautés, on est les parents les plus heureux du monde. Voilà. Écoute, on s'arrête là. Je te souhaite un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes. Et puis, on se retrouve l'année prochaine déjà pour un petit peu de photos. J'ai très hâte de bidouiller ça, vraiment. Et puis, surtout pour le prochain doc, pour les prochaines vidéos, pour le prochain truc. Et voilà, des bisous, bye bye, ciao, see you mate, keep on creating. Et non, car en fait c'est moi l'assassin. Non, je déconne.